Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Une ville condamnée par la justice, la municipalité de Strasbourg a été jugée coupable de négligence après le drame de Pourtalès. La chute d'un arbre sur une tente avait tué 13 personnes lors d'un concert en juillet 2001. Autre décision, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a innocenté la SNCF pour son rôle supposé dans la déportation de Juifs pendant la guerre. Les plaignants vont déposer un recours devant le Conseil d'État. La présidentielle passionne les Français, c'est un record, 44,5 millions de personnes se sont inscrites sur les listes électorales. La hausse est de 7,5% par rapport à 2002. Faut-il y voir une solution pour les sans-abri? Un premier village de bungalows a ouvert ses portes à Ivry-sur-Seine, près de Paris. Les occupants devront payer un loyer, apprendre à gérer un budget et entretenir leur mobil-home. Un espoir de paix en Côte d'Ivoire, le chef des rebelles Guillaume Soro a accepté le poste de Premier ministre. Un gouvernement d'union nationale doit être formé cette semaine. Enfin, le panache de Laure Manodou, elle décroche la médaille d'argent dans l'épreuve du 100 mètres d'eau et se qualifie pour la finale du 200 mètres nage libre. Éprouvée, elle a lâché prise dans le 1500 mètres. Et avant de développer ces titres, un témoignage rare. Plus qu'une déclaration, vous allez l'entendre, c'est un cri, celui d'une condamnée à mort aux États-Unis. Son exécution est programmée pour le 18 avril. C'est elle qui a souhaité s'exprimer de sa prison au Texas et en particulier face à une télévision française. Voici ce document signé Philippe Rochaud et Aaron Diamond. Cathy Anderson aura passé 12 ans dans les couloirs de la mort. Elle n'a plus d'espoir de recours. Elle sait qu'elle sera exécutée le 18 avril prochain. À 50 ans, elle va mourir pour avoir tué un bébé de 3 mois dont elle avait la garde. Elle a accepté de nous rencontrer car elle a entendu dire que la peine de mort avait été abolie en France. Tuer des gens, ça n'a jamais ressuscité personne. Ça ne peut pas satisfaire le désir de vengeance. C'est une erreur. La vengeance est entre les mains de Dieu. J'ai maintenant une image différente de la peine de mort. Quand vous voyez dans les informations qu'un homme a violé et tué, et tous ces drames, entre les gens, vous vous dites que ce sont des êtres horribles qui doivent être punis. Ils ne peuvent pas vivre en société, mais maintenant je réalise qu'on ne doit pas les tuer. Vous pouvez les mettre en prison pour la vie, mais dans une prison du Texas, c'est une torture. Au procès, Cathy Anderson a expliqué que le bébé lui avait échappé des bras et qu'il est mort dans sa chute. Paniquée, elle l'a enterré avec cette boîte en carton comme cercueil et elle s'est enfuie. Les parents et la police ont mis 11 jours pour retrouver sa trace. L'autopsie a montré que l'enfant avait eu le crâne gravement fracturé. C'est une tragédie horrible. Et je l'ai rendue encore plus horrible en faisant ce que j'ai fait. Parce que j'ai laissé ses parents dans l'angoisse durant 11 jours. Ils se disaient, où est notre fils? Qu'est-il devenu? De sa prison du Texas, Cathy Anderson a tenté sans succès d'entrer en contact avec les parents de la petite victime. Elle dit comprendre leur désir de vengeance, mais affirme que ses propres enfants ont dû payer aussi pour cette tragédie. Je ne crois pas que les parents du bébé se rendent compte qu'il y a des victimes du côté de ma famille aussi. Ma fille a dû être hospitalisée pour 1 semaine. Elle est sous traitement. Exécuter quelqu'un entraîne encore plus de victimes. Ça ne devrait pas être comme ça. À mesure que la date de son exécution approche, Cathy Anderson est contrainte de vivre de plus en plus isolée dans sa prison. Mais elle a fait son examen de conscience et la foi l'aidera à tenir jusque-là. Rappelons que la peine de mort est légale dans 38 États sur 51 aux États-Unis. 9 personnes ont été exécutées au Texas depuis le début de l'année. La justice en France avec une décision très attendue car elle délimite le champ de responsabilité d'une municipalité. Eh bien c'est une première, la ville de Strasbourg a donc été condamnée pour le drame de Pourtalès. Elle avait laissé se dérouler un concert malgré une alerte aux orages. La chute d'un platane avait fait 13 morts parmi les spectateurs. Sur place Stéphanie Lafuente, Nicolas Frener. Cet après-midi, les victimes sont venues nombreuses pour entendre un jugement qu'elles attendaient, qu'elles espéraient. Le tribunal leur a donné raison. Si leur vie a basculé dans le parc de Pourtalès en 2001, ce n'était pas dû à la fatalité, mais bien aux multiples négligences de la ville de Strasbourg.
on se sent délesté d'un poids, mais je réalise pas encore vraiment. Je trouve ça normal au vu de ce qu'on a entendu. Ce procès a été une parenthèse dans notre vie de victime qui continue. Mon mari est dans son lit et voilà. Pour nous, on ne va pas passer à autre chose. Le 6 juillet 2001, un platane s'était abattu sur les spectateurs d'un concert proposé dans le cadre de l'été culturel à Strasbourg. Météo défavorable, fragilité des arbres, autant de facteurs qui, selon le tribunal, auraient dû conduire la ville à annuler le spectacle. La défense tient sa ligne, la ville n'était pas la seule organisatrice. J'insiste sur le fait que le tribunal a clairement énoncé que les compagnies avaient également un pouvoir d'annulation et que pour le moins ce pouvoir ne pesait pas exclusivement sur la ville. Ce jugement a mis en avant la responsabilité pénale des municipalités, un principe qui incite de plus en plus d'élus à réfléchir à deux fois avant d'organiser une manifestation. Les maires sont entre le marteau et l'enclume, puisque soit ils prennent la décision de ne pas annuler et dans ce cas encourent le risque des foudres de la justice, soit ils annulent et s'il ne se passe rien, ils encourent les foudres de leurs administrés. L'indemnisation des victimes sera discutée plus tard devant le tribunal administratif. Quant à la ville de Strasbourg, elle a 10 jours pour faire appel. Autre litige et autre décision attendue, la SNCF a été innocentée pour son rôle supposé dans la déportation de Juifs pendant la dernière guerre. C'est le député européen Alain Lipietz qui avait porté plainte. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que la compagnie n'avait aucune autonomie de décision à l'époque. Dominique Verdaillan, Emmanuel Morel. Entre mars 42 et août 44, plus de 75 000 Juifs et résistants ont été déportés vers les camps de la mort. 74 convois partis de Compiègne, de Mérignac ou de Clermont-Ferrand. Un voyage vers l'enfer qui commençait toujours dans un wagon à bestiaux. 62 ans plus tard, des juges administratifs de Toulouse donnent raison à la famille Lipietz, dont le père Georges a été transféré en mai 44 vers Drancy. La SNCF est condamnée pour collaboration active. Une condamnation annulée ce matin par les juges d'appel. La famille Lipietz n'abandonne pas le combat pour autant. Nous allons d'abord nous tourner vers le Conseil d'État pour lui faire dire oui, la SNCF doit être jugée par des tribunaux administratifs lorsqu'elle est dans une mission de service public, quelle que soit l'horreur de cette mission de service public. Pour la Cour administrative d'appel, la SNCF sous l'occupation n'avait plus sa qualité de service public. Elle était aux ordres du gouvernement de Vichy, de l'occupant. Seul l'État peut donc être condamné, ce qui fut déjà fait en juin 2006. Ça veut dire que la SNCF agissait sur réquisition. Ça veut dire que la SNCF n'avait pas de marge de manœuvre et qu'elle était sous une double contrainte, celle des autorités allemandes et celle de l'État français. D'autres procédures contre la SNCF devant d'autres tribunaux ne sont pas à écarter. 1800 familles ont porté plainte à ce jour contre la compagnie ferroviaire, mais la décision d'aujourd'hui leur laisse très peu d'espoir d'aboutir. Des images d'un face-à-face tendu tout à l'heure à la gare du Nord à Paris entre 200 à 300 jeunes voyageurs et une cinquantaine de policiers. À l'origine, semble-t-il, l'interpellation d'un passager sans billet qui a donné un coup de tête à un contrôleur. Des coups ont été échangés, l'affrontement a duré plusieurs heures. Il se poursuit de façon sporadique en ce moment même. Il y a 2 blessés et 7 personnes ont été interpellées. Image signée Jean-Marc Nouknouk. Un village de bungalows pour les sans-abri. L'idée vient d'Europe du Nord. Eh bien, pour la première fois, elle est appliquée en France, à Ivry-sur-Seine, près de Paris. Il s'agit notamment de reloger les SDF qui dormaient sous les tentes cet hiver et dont on a beaucoup parlé. Les occupants ont des obligations, payer un loyer, même modeste, apprendre à faire la cuisine ou à gérer un budget. Reportage Nabila Tabouri, Caroline Librecht. Leur tente faisait partie du paysage. Gilles et Marie ont vécu ici à quelques centimètres du périphérique parisien durant 4 ans. Des journées et des nuits rythmées par le passage de centaines de milliers de véhicules. C'est invivable. Avec les gens qui passent, les voitures qui passent, où on nous balance des trucs par-dessus le périphérique. Alors Gilles est revenu une dernière fois aujourd'hui porte d'Orléans pour prendre ses dernières affaires. C'est le déménagement du siècle. Ouais. Pas un seul regret pour cette vie de sans-abri. La rue, c'est fini pour vous là maintenant ou pas? Je vais plus y retourner. J'y ai goûté, mais je ne veux plus. C'est fini. Direction le village de l'Espoir à Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. Une trentaine de bungalows ont été mis à la disposition d'anciens SDF. C'est la cuisine? La petite cuisine, on a incorporé.
avec les petits placards. Ça, c'est la chaudière. Gilles et Marie devront payer un loyer équivalent à un tiers de leur revenu de RMistes. Ils devront entretenir eux-mêmes leur nouveau foyer, un premier pas vers l'autonomie. Ah, on se sent plus en sécurité, c'est un petit chez nous. Reprendre un nouveau départ, retrouver aller au travail, les matins, rentrer le soir, voir sa petite femme, comment dire, c'est passer la journée. À terme, ce village accueillera une 60aine de personnes. Objectif, favoriser leur réinsertion dans la vie active. Cette question de la réinsertion est souvent évoquée, mais il faut savoir qu'on estime à un tiers la proportion de sans-abri qui souffrent de gros problèmes psychiques. Une antenne spécialisée du SAMU social a même été ouverte. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Legendre, Catherine Juste. À quelques pas des ors de la République et de l'Assemblée nationale, Alexandre, un sans-domicile fixe est signalé aux infirmiers psychiatriques du SAMU social. 22 h, il est encore un peu tôt. Il y a quelqu'un ou pas? Alexandre n'a pas regagné ses cartons. Une rapide enquête commence alors auprès de ses voisins de galère. Le jeune homme connaît Alexandre, mais ne sait pas où il peut être. Quelques paroles, un petit café, et finalement, Alexandre, qui se dit harcelé, persécuté, Alexandre apparaît. Voilà, oui, je m'apprête à dégager l'entrée de mon refuge de fortune, du président de la République en passant par le Premier ministre. Tout le monde est au courant, n'est-ce pas, de la situation. J'ai même écrit plusieurs fois au procureur, le procureur de la République est au courant, n'est-ce pas, de la situation. Et ils vont même jusqu'à détourner mes lettres. Ils m'accusent de vendre de la drogue. On nous signalait ce monsieur comme étant quelqu'un de logoréique, qui avait besoin de parler, avec un fond de persécution. Donc c'est quand même des mots qui sont régulièrement, c'est du langage quand même psychiatrique, hein, de sémiologie psychiatrique. Donc en fait c'est pour ça que nous sommes venus le voir. Comment, comme vous le dites, voilà. votre descente à l'abîme s'est produite. Ma descente à l'abîme, j'avais donc une chambre. Mais dès que les infirmiers tentent de comprendre comment il a sombré, les réponses se font confuses. Pas de problème. Et puis par la suite, bon, comme il y avait mes ennemis, le préfet de police. J'ai compris. Voilà comment tout ce que. On s'occupe de vous. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je passe vous voir demain soir. Entendu. À l'équipe désormais de clarifier sa situation avec les services sociaux, avant d'envisager dans quelques mois peut-être un accompagnement psychiatrique plus complet. Il doit y avoir quand même des épisodes qui sont assez réels. Et puis essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça va dans le délire. Il en veut à tous les politiques, hein, que Debré, Jospin, Chirac, enfin j'en passe et des meilleurs. Un tiers des gens à la rue relèverait de la psychiatrie. Les approcher peut prendre des mois, parfois des années. La priorité pour cette équipe n'est pas de les reloger, mais de les soigner. Je ne pense pas qu'une personne qui est extrêmement délirante, voire hallucinée, puisse vivre seule dans un logement, en entendant des voix, en voyant des monstres, etc. Quand les sans-domicile fixe acceptent de dialoguer, de livrer leur identité, des soins peuvent être envisagés. Mais il y a tous ceux pour lesquels l'équipe du SAMU social ne trouve pas forcément de réponse. Des échecs nombreux, de minces victoires. Bonsoir Mi. Bonsoir Mi. Faute de moyens accordés à la psychiatrie, cette traque à la misère, à la folie, n'est pas prête de se terminer. Vous avez bien chaud, dit-on. La campagne présidentielle avec d'abord le chiffre du jour. Il confirme l'intérêt qui est porté à cette campagne. Les Français se sont massivement inscrits sur les listes. 44,5 millions d'électeurs au total. C'est dans les régions parisiennes, lyonnaises, niçoises et dans les départements et territoires d'outre-mer que la progression est la plus forte. Ahmed Tazir, Guillaume Fautra. Des appels à la mobilisation civique lancés par des vedettes des cités. Déjà à l'époque, ils visaient les élections en 2007. Des appels qui semblent avoir porté leurs fruits en banlieue, mais pas seulement. Selon le ministère de l'Intérieur qui vient de publier les chiffres, la vague des inscriptions sur les listes électorales touche l'ensemble du territoire. Ils seront 44,5 millions d'électeurs à pouvoir voter aux élections présidentielles et législatives, soit près de 2 millions d'électeurs de plus qu'en 2006, une hausse de 7,5% par rapport à la dernière présidentielle. Que tout le travail de mobilisation qui a eu lieu notamment par les associations et aussi les partis politiques et aussi les citoyens en 2006 pour inciter les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales, eh bien effectivement a marché. Il faut aussi dire que l'élection présidentielle est traditionnellement mobilisatrice.
En métropole, c'est Paris qui détient le record, plus 9,6% devant la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Le Sud est également dynamique, plus 7,1% dans le Rhône, devant les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Reste à savoir à quel candidat va profiter cet afflux de nouveaux électeurs. Rendez-vous le 22 avril, au soir du premier tour. La campagne qui se poursuit, François Bayrou était à Saint-Étienne hier soir, en Bretagne aujourd'hui, et il dénonce la surenchère, dit-il, de ses adversaires sur la question de l'identité nationale. La France ne doit pas être crispée sur son patriotisme, lance-t-il. Reportage Thierry Curtès, à Mieux-Lumez. Quel âge tu as? 20 ans. Et en quelle classe tu es? En BP. L'école, le sésame de la France, c'est ce que martèle François Bayrou dans tous ses déplacements. Aujourd'hui, à Saint-Brieuc, il visite un centre de formation au métier de bouche. Boulangerie, donc ils veulent continuer le cursus. Mais à 4 semaines du premier tour, la campagne prend désormais une tournure plus politique, où les candidats se rendent désormais coup pour coup. Sur le thème de l'identité nationale, lui renvoie dos à dos Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Pendant que ces messieurs-dames sont en train de s'amuser avec les histoires de drapeaux, d'identité nationale, de tous ces sujets de diversion, pendant ce temps-là, les gens souffrent. Ou en tout cas, ils ne voient pas d'issue à leur situation. On demande souvent à François Bayrou avec qui il va gouverner, qui le soutient, où est son équipe. Lui répond invariablement qu'il reçoit de nombreux coups de téléphone. Mais hier, à Saint-Étienne, il a présenté le premier des ministres qui, ouvertement, se range à ses côtés. Je veux donner la parole à Azouz Begag, ministre de l'Égalité des chances. Merci. Une élection présidentielle, c'est à la rencontre entre un homme et un peuple. J'ai une drôle de sensation depuis quelques semaines que cette rencontre est en train de s'opérer sous nos yeux. C'est toi qui l'apportes, François. Ce soir, François Bayrou est à Rennes, où il reçoit le soutien d'un deuxième ministre en activité, François Goulard, en charge de la recherche. Et ce soir, comme à la fin de chacun de ces meetings, le candidat de l'UDF entonnera la Marseillaise. À retenir également aujourd'hui le soutien officiel de Jean-Louis Borloo à Nicolas Sarkozy. C'était sur Canal+ tout à l'heure. Il a assuré qu'il n'avait pas monnayé son appui et que le candidat UMP ne lui devait rien, sauf des engagements pour la France. Les deux hommes avaient dîné ensemble hier soir dans les Alpilles. Et puis Ségolène Royal a précisé sa position sur les sans-papiers. Après avoir laissé entendre dimanche qu'elle souhaitait une régularisation automatique en cas de scolarisation des enfants, elle indique qu'il ne s'agira que d'un élément d'appréciation parmi d'autres et que les dossiers seront examinés au cas par cas avec, je cite, des règles claires. Des nouvelles maintenant de l'un des candidats les moins connus, Frédéric Nious, qui défend les couleurs du mouvement Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Il a 39 ans, il est juriste et il souhaite défendre la ruralité et pas seulement la chasse. Reportage Nicolas Châteauneuf, Tristan Lebras. Habituellement, Frédéric Nious, c'est ça, un chasseur patenté qui bat la campagne avec son chien et qui défend la ruralité. En ce moment, Frédéric Nious, c'est plutôt ça. Un homme pressé, pendu au téléphone et coincé entre deux interviews dans les bouchons de Paris. T'as eu les téloges que je t'ai envoyés? Oui, c'est calé. La journée du candidat a commencé dans cet hôtel parisien qui fait office de QG de campagne. 7 h du matin, Frédéric Nious règle avec Jean Saint-Josse, ancien candidat, les derniers détails d'une journée très chargée. Ça va être infernal encore. J'étais un peu fort. Oh, on n'est pas couché. Hein. J'ai un directeur de campagne qui m'a chargé la barque. Le taxi est arrivé. La circulation est très mauvaise. Mais Frédéric Nious arrive juste à temps au micro de la première radio. Sujet abordé, l'identité nationale. Moi je crois que si les grands partis n'abandonnaient pas ça, justement ces sujets-là, ils s'en étaient occupés, on n'aurait pas besoin d'en faire une salade comme on le fait actuellement. 1 heure plus tard, le candidat est attendu sur une autre antenne. Le discours est bien rodé. Nous les ruraux, on en a marre d'être délaissés pour compte des grandes politiques publiques menées par la gauche comme par la droite de toute façon, et que nous aussi on a droit à notre part de progrès et de développement. Dans le taxi qui l'emmène vers un plateau de télévision, le candidat s'assoupit. La nuit a été courte. Quelques touches de maquillage pour effacer la fatigue. Frédéric Nious a juste le temps de s'installer sur le plateau avant de tirer ses premières cartouches. L'écologie à la sauce verte, à la sauce Voynet ou à la sauce Hulot, je n'en veux pas. C'est une écologie punitive. Ça ne marche qu'à coup de taxes, de punitions, de sanctions, de restrictions, d'exclusions. On va faire de nos zones rurales des réserves d'Indiens. Il est midi. Frédéric Nious doit encore enchaîner 6 interviews.
Le marathon du candidat ne fait que commencer. Et voilà qui nous amène, comme chaque mardi, à sonder les grandes évolutions de la société française de ces 10 ou 12 dernières années. Car ce soir, justement, nous évoquons les néo-ruraux, ces citadins qui s'installent à la campagne pour oublier le stress, la pollution ou les logements trop chers. Ils sont de plus en plus nombreux. Portrait de France, signé Jérôme Soulard et Catherine Just. Une petite famille dans sa prairie. Un rêve de liberté, d'espace et de rire d'enfants. Il y a 2 ans, ces citadins ont posé leurs valises à Saint-Marcellin-en-Forêt. Ils ont ici fait construire 150 mètres carrés habitables, un jardin, une belle piscine, 15 ans de crédit. On est tranquille, là on profite un petit peu de l'extérieur. Dans ces moments-là, il n'y a évidemment pas du tout de regret d'être parti? Absolument pas, parce que tout ça, on ne l'avait pas en ville. Une nouvelle vie pour Jules et Hugo, 5 et 7 ans. Pour Cécile, bientôt professeur d'école. Et pour Emmanuel, expert comptable. 160 000 € investis dans leur maison. À ce prix-là, dans leur ancien quartier, ils auraient pu s'offrir un beau 6 pièces de caractère, avec un petit balcon. Vous vous rappelez, là? C'est lequel, notre appart? Là-bas, Quand on sortait, il fallait qu'il fait beau. À la campagne, on peut sortir quand on veut. À Saint-Étienne, c'est vrai, il y avait peu de sorties. La ville, c'est bien des contraintes pour les petits. À la campagne, les enfants sont beaucoup plus libres. Au niveau sécurité, par exemple, ils ne pouvaient pas sortir sans moi. Puis bon, c'est sûr qu'en ville, l'insécurité est de plus en plus importante de nos jours, quoi. En 3 ans, la cote de leur maison a doublé. Déjà une bonne affaire. Le matin, en revanche, il faut se lever tôt pour aller au travail. Le nouveau quotidien, c'est effectivement 2 voitures. C'est 25 km en gros le matin et 25 km le soir. Pour moi, les trajets, c'est un moment en fait où le soir, ça me permet de me détendre et de laisser reposer un peu la pression. Et le matin, ça me permet de me réveiller, de me mettre en route, quoi. Fini les embouteillages du centre-ville. Ici, ça roule. Les enfants, eux, sont à l'école, au village évidemment. Il y a 30 ans, les campagnes perdaient leurs habitants. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. 1 millier de citoyens supplémentaires en 8 ans, considérable pour un village de 4000 âmes. C'est l'heure de récréation. Il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de classes que maintenant. Et l'apport des populations nouvelles nous a obligés à des constructions beaucoup plus importantes. 175 élèves en maternelle, 296 en primaire. Une école bondée, bouleversée aussi par ces nouveaux parents d'élèves. On le sent de plus en plus quand on a des problèmes, c'est souvent des gens qui arrivent de l'extérieur, beaucoup, pas régulièrement d'ailleurs. Ils amènent à la campagne les problèmes de la ville. Et les exigences de la ville. C'est-à-dire qu'on veut les nourrices, on veut les garderies, on veut les crèches, on veut la cantine à 2 ans. Des services publics à inventer pour le village, comme cette garderie périscolaire le matin et le soir après l'école, indispensable pour les parents qui travaillent en ville. Toute l'économie locale profite de cet afflux de population. Exemple, au marché dominical. Non, mais il y a 2 kilos pour 2,50. Ici, on vit à la campagne, jusque dans son assiette. On va plus en grande surface, moins souvent. Et on va chez des commerçants qui nous reconnaissent, qui nous connaissent. Pourtant, dans les allées du marché, tous ces bouleversements finissent par agacer. Méfiance, méfiance. Les autochtones, les vieux Marcelinois n'ont pas forcément toujours apprécié ce que je qualifierais comme une invasion. On va essayer de réguler tout ça, mais on n'a pas envie que ça s'arrête. Il faut que le village continue de grossir, mais tout à fait tranquillement, sans qu'il y ait des à-coups, sans qu'il y ait des excès. Inflation du prix des maisons et des terrains, expropriation de terres agricoles pour construire une nouvelle route. Les paysans se disent perdus, un peu comme des étrangers dans leur propre village. C'est pas qu'on n'accepte pas les gens, c'est pas... Mais il y a une organisation qui n'est pas faite, qui ne protège pas les agriculteurs. On n'a que le droit de subir, et c'est tout, quoi.
Alors, quel avenir pour nos campagnes? La famille Moron, elle, semble avoir trouvé son équilibre, mais pour combien de temps encore? J'ai des doutes sur comment va évoluer la société et l'économie, surtout en France. Sur les enfants, oui, je suis beaucoup plus inquiet pour eux, parce que je pense qu'ils auront besoin de partir. Ville ou campagne, un grand bonheur à protéger. Allez, et après vous roulez. Car demain, qui sait où ces bambins devront s'installer pour trouver un travail et un logement. En bref, coup de théâtre à Marseille, on espérait une reprise du travail. La grève a finalement été reconduite par les agents CGT du port autonome. Le protocole d'accord a été repoussé en assemblée générale. Les grévistes réclament le recours à un personnel portuaire pour le branchement et le débranchement des méthaniers sur le terminal de gaz de France qui est en construction à Fos-sur-Mer. 51 navires sont toujours bloqués dans la rade. Un coup d'éclat de l'association Greenpeace. 12 militants sont parvenus à pénétrer dans l'enceinte d'une centrale nucléaire à Belleville-sur-Loire. Une intrusion très rare, car les mesures de sécurité sont draconiennes. Benoît Bringer. Un coup d'éclat à l'attention directe des candidats à la présidentielle. 8 heures ce matin, des militants de Greenpeace pénètrent à l'aide d'échelles sur le site protégé de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. L'action, une opération commando, est filmée par leurs soins. Depuis le haut d'une tour de refroidissement, ils descendent en rappel et affichent en grosses lettres leur opposition au nucléaire. Très rapidement, 4 hélicoptères de l'armée sont dépêchés sur place et des membres du GIGN sont déployés au pied des cheminées. Par cette opération, Greenpeace veut prouver que la sécurité des centrales nucléaires n'est pas totalement assurée et qu'elles sont donc, selon elle, dangereuses. L'organisation entend aussi peser sur l'élection présidentielle en critiquant le lancement prochain de l'EPR, le réacteur de 3e génération. Après une journée d'occupation, les militants auraient ce soir, selon Greenpeace, accepté à la suite de l'intervention des gendarmes de mettre fin à leur occupation coup de poing. À l'étranger, un espoir de paix en Côte d'Ivoire. Le chef des rebelles, Guillaume Soro, a accepté hier soir le poste de Premier ministre. Un gouvernement d'union doit être formé cette semaine. Il faut rappeler que le pays est coupé en deux depuis l'offensive rebelle en 2002. 3500 soldats français de l'opération Licorne sont déployés là-bas pour le maintien de la paix aux côtés des casques bleus. Et puis un séisme politique au Québec. C'est le commentaire qui revient le plus souvent dans la presse québécoise ce matin, après les élections législatives qui ont vu le recul des partis traditionnels et l'émergence spectaculaire d'une petite formation populiste de droite. Le Parti libéral de Jean Charest, Premier ministre, arrive en tête, mais de justesse. Les indépendantistes sont repoussés en 4e position. Le gouvernement sera minoritaire. L'environnement, le réchauffement climatique accentue des phénomènes naturels, parfois avec des répercussions directes sur la vie quotidienne. On s'en rend compte de plus en plus souvent. C'est le cas pour l'érosion dans l'est de l'Angleterre, par exemple. 10 mètres de rivage sont engloutis par la mer chaque année. La côte est complètement redessinée. Envoyés spéciaux Marisburgo, Dominique Marotel. Un village côtier de l'est de l'Angleterre menacé de disparition. La propriétaire de cette maison ne se fait aucune illusion. Le combat contre la mer est perdu d'avance. 1, 2, 3, 4 mètres. Lorsque la mer nous aura pris tout ça, la maison sera détruite. On ne sera plus chez nous. Pour des raisons de sécurité, les bulldozers détruiront donc la maison de cette Anglaise avant qu'elle ne s'effondre sur la plage. On ne sait jamais quand ça va arriver. On peut perdre 4 mètres en une seule fois, en une seule nuit. Nous avons survolé cette côte anglaise, attaquée par les vagues de la mer du Nord. Une érosion naturelle, aggravée par le réchauffement climatique. Il va faire monter le niveau des océans de 40 cm dans les 30 prochaines années. Les contours de la Grande-Bretagne seront donc complètement modifiés. 400 000 habitations sont en danger, notamment des quartiers de Londres situés le long de la Tamise, dont le niveau monte aussi. Alors, dans certains cas, le gouvernement britannique a choisi de laisser la mer prendre ses aises. Les digues qui protégeaient autrefois ce village ne sont plus entretenues, trop chères et inefficaces à long terme selon les autorités. Une ligne politique difficile à comprendre pour la population qui ne reçoit aucune aide. Dans ce seul périmètre, 26 propriétés ont disparu. Une perte totale.
aucune compensation, aucune aide financière. C'est un désastre total pour les gens concernés. En fait, tout le sud-est de l'Angleterre s'enfonce dans la mer d'année en année. Les assureurs refusent donc de couvrir des centaines d'habitations comme celle de Diane. Sa maison au bord des flots ne vaut même pas aujourd'hui un penny. Santé, c'était l'un des grands chantiers du président de la République. Jacques Chirac a adressé aujourd'hui un bilan du plan cancer à l'Élysée. Il a insisté sur les points positifs et aussi sur les priorités à venir, notamment encore et toujours le dépistage. Voici l'exemple sur ce sujet du cancer colorectal qui fait 16 000 morts par an. Mallory Aounou, Damien Louvet. À 67 ans, Luce mange de tout, voit des amis, fait des claquettes, bref, mène une vie active et saine. Une seule chose lui rappelle qu'il y a 20 ans, elle a été opérée pour un cancer du rectum. Ce pochon en plastique lui permet de vidanger son intestin tous les 2 jours. Je suis parfaitement continente, ce qui me permet de me baigner, de vivre tout à fait normalement et avec un tout petit système. Le cancer de l'intestin est le 3e cancer le plus courant, le 2e le plus mortel, avec 16 000 décès par an. Il se développe à partir de lésions formées sur le côlon ou le rectum. Luce, elle, a évité le pire grâce à une simple discussion avec son médecin du travail. Elle m'a sauvé la vie. Le fait d'intervenir très très rapidement. Et puis qui m'a évité d'avoir tout l'aspect radiothérapie ou chimiothérapie. Aujourd'hui, elle n'a qu'un message, en parler sans tabou et surtout alerter son médecin en cas de troubles du transit, de douleurs abdominales ou de saignements dans les selles. Cette idée répandue qu'un saignement c'est souvent potentiellement des hémorroïdes et que les hémorroïdes c'est pas grave. Non, je pense que tout saignement chez quelqu'un qui a plus de 50 ans ou 40 ans doit être exploré. Problème, ces saignements passent parfois inaperçus. En Bourgogne, les médecins généralistes expérimentent donc un dépistage. Tous les 2 ans, ils invitent les personnes de 50 à 74 ans à faire analyser un fragment de sel. Le test n'est pas infaillible, mais il est simple, remboursé et efficace. Les gens qui font régulièrement le test diminuent d'au moins 1/3 le risque de mourir du cancer de l'intestin. Bientôt étendu à toute la France, ce dépistage pourrait prolonger la vie de 3000 personnes chaque année. Pour réduire les risques, il reste conseillé de manger beaucoup de légumes, d'éviter les excès et la sédentarité. Les sports, une nouvelle médaille pour Laure Manodou, l'argent sur le 100 mètres d'eau au championnat du monde. La Française a vécu une journée marathon, mais elle a eu un peu trop d'appétit peut-être et elle a dû lâcher prise dans le 1500 mètres. Christophe Duchiron, Christophe Vignal sur place en Australie. Un soupçon de fatigue, une pointe de déception et pas l'ombre d'un doute. Oui, Laure Manodou est une championne incomparable et à l'heure actuelle sans doute unique en son genre. Et ce n'est pas une médaille d'argent alors qu'elle espérait l'or qui changera quelque chose à l'affaire. Oui, bien sûr, c'est une expérience qui est difficile à gérer. Hein. Et puis on est au niveau mondial, quoi, je veux dire. Et puis c'est la seule qui est capable de le faire. Hein. Enfin, qui est capable, qui le fait, quoi. Enchaîner 3 courses et une cérémonie protocolaire en 1 heure de temps, c'est accepter de dire oui aux cadences infernales. En finale du 100 mètres d'eau, elle bat le record de France et le record d'Europe, mais elle est médaille d'argent, car l'américaine Couglin bat le record du monde et s'empare de la médaille d'or. 20 minutes plus tard, avec son bonnet blanc, finale du 1500 mètres. Course au long cours, épreuve de volonté. Laure est à la bagarre pendant 300 mètres, avant de lâcher sous le regard de ses parents et finir sagement en roue libre à la dernière place. Je regrette vraiment pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis justement de récupérer et ça servait à rien de faire un 1500 pour arriver 5e ou 6e, donc je me suis dit que autant en profiter pour récupérer. Il lui restait la demi-finale du 200 mètres nage libre à disputer. Elle termine 4e, se qualifie pour la finale et bat son record de France. Demain est un autre jour et pour Laure rien à perdre, tout à gagner. Cinéma, parmi les sorties de la semaine, un film retiendra sans doute particulièrement l'attention des adolescents. Hell Phone, le téléphone de l'enfer en bon français. Avec Jean-Baptiste Monnier, l'enfant sage des choristes a changé de registre. Pascal Deschamps, Jean-Marie Lequertier. 4 ans après les choristes, nouvelle partition pour Jean-Baptiste Monnier. En 4 ans, il a baissé d'une octave, pris 30 cm et changé de registre. Pour lui, la musique n'adoucit plus les mœurs. Moi, j'avais vraiment envie de casser cette image du gentil petit enfant de cœur éclairé sur le côté. C'est réussi. Dans Hellphone, il joue un lycéen mal coiffé et amoureux auquel il manque l'essentiel. Le portable, en fait, j'en ai pas. Appelle-moi quand t'as ton nouveau Hellphone.
Sid, c'est son nom, va sans le savoir faire l'acquisition d'un téléphone doté d'étranges pouvoirs qui va bientôt empoisonner la vie de tous ceux qui lui cherchent des noises. Tu l'as trouvé sur yapaplunas.com? Rayon jouet pour un bug. C'est quoi comme marque le téléphone? Ah ouais, il n'y a pas de marque. Ouais, c'est ça. Pour son auteur, Elphone est avant tout une fable moderne sur le paraître et la société de consommation. Il alerte sur le danger des personnalités qu'on est obligé d'afficher quand on est adolescent. Ouais, alors qu'on ne connaît pas encore vraiment qui on est obligé d'en afficher une parce que la pression du groupe, il n'y a pas un moment où elle est plus forte qu'à l'adolescence et que dans les lycées. On va mourir. Répondez surtout pas au téléphone! Décrochez pas, les gars! Allô? Non, Charlotte! Pour la forme, Elphone est une comédie fantastique qui ne renie pas ses influences, des Gremlins à Retour vers le futur. Un film pour Jones, déjanté, survitaminé, auquel Jean-Baptiste n'a pas hésité à traîner ses grands-parents. Je leur avais dit avant d'aller dans le cinéma de baisser le sonotone parce que sinon ils allaient avoir la musique de The Elderberries un peu trop forte dans les oreilles et celle de Bruno aussi. Et donc voilà, bah écoutez, ça leur a plu et c'est un film qui peut toucher toutes les générations. James Hutt s'est engouffré sans complexe dans le créneau du teenage movie avec une liberté de ton aussi originale que jubilatoire. Avant de refermer ce journal, un dernier point sur les incidents Gare du Nord à Paris. Nous vous le disions tout à l'heure, en milieu d'après-midi, un face-à-face tendu a opposé les policiers à plusieurs centaines de jeunes voyageurs suite à l'interpellation d'un passager sans billet. Le gros de la foule s'est dispersé, mais quelques dizaines de casseurs ont commencé il y a quelques instants à s'en prendre à des vitrines et à des commerces de la station de métro. Des incidents donc qui se poursuivent même s'ils sont limités. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, 20h50, les deux derniers volets de chez Maupassant. À demain.